secrète que je décris dans le livre, avec les rapports de cette opération, montrent très clairement que leur ambition était de renforcer Paul Kagame afin de préparer son invasion du Congo. Donc, en fait, Paul Kagame est prestataire de service, on te met au pouvoir, on te protège, mais tu vas nous prendre les minerais et compagnie du Congo. Mais oui, mais en fait, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que dans les rapports des services de renseignement américains, ils disaient clairement que les crimes qui ont été commis par Paul Kagame au Rwanda en 1994 ne relevaient pas d'une violation du droit international humanitaire. C'est écrit dans un rapport des services de renseignement. Donc, on découvre simplement que le but de Paul Kagame, avec cette violence extrême, à la fois au Rwanda et au Congo, c'était d'abord de faire peur à tout le monde, de montrer que toute personne qui lèverait la tête, que ce soit au Rwanda ou au Congo, sera exterminée. Et il a fait cela. Il a fait assassiner son ministre de l'Intérieur, Seth Shonga, en Tanzanie, au Kenya. Des officiers qui ont travaillé avec lui pour prendre le pouvoir ont été assassinés, exterminés. Il sème une terreur terrible. Et puis, pour le Congo, c'est tout simplement de faire partir toutes les populations qui se situent donc dans la région minière où tous ces minerais sont extraits. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va faire venir d'autres populations. On les remplace par des Rwandais ou des Ougandais. La théorie du grand remplacement est déjà en cours au Congo. Et ça, c'est d'une gravité extrême qu'on ne comprend pas pourquoi en Occident... Vous dites la théorie du grand remplacement est en cours actuellement. Mais elle est en train d'être exécutée. Pourquoi? Je parle toujours avec des preuves. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs années de cela, le professeur Bernard Debré m'avait reçu dans son bureau à l'hôpital Cochin, après avoir été ministre de la Coopération. Il m'a dit que les Tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda envisageaient de créer un empire Tutsi dans la sous-région. Ils avaient des velléités hégémoniques et que cela allait se réaliser avec pour épicentre la République démocratique du Congo. Ils voulaient créer ce qu'ils appelaient eux-mêmes la République des volcans. Et moi, j'ai écouté le professeur Debré pendant 45 minutes, mais je trouvais ce projet tellement ubuesque que je n'imaginais pas que c'était possible. Parce qu'il s'agissait, en fait, les Tutsis dans la région sont minoritaires, c'est une minorité. Donc, comment ils allaient être en mesure de réaliser cela? Et puis, ça m'a été dit ensuite par l'ancien conseiller spécial du président Mobutu, qui a vécu cela de l'intérieur. Mais plus tard, lorsque j'accède aux archives de l'Élysée, je découvre que le chef d'état-major particulier du président François Mitterrand, le général Christian Queneau, dit également la même chose. Mais Empire Tutsi. Oui, c'est écrit. Mais c'est écrit dans. Il a tenu ses propos à 2 reprises en 1994. Là, je vous parle de 1994. Donc, il dit cela, mais tout le monde se moque un peu du général Queneau en disant qu'il fait une géopolitique de comptoir, mais lorsque je découvre, en faisant mes recherches très récemment, je tombe sur un rapport qui a été fait par l'ambassade des États-Unis au Rwanda en novembre 1994. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Et qui parle exactement du même projet. Et quand on regarde la réalité sur le terrain, on voit que le Rwanda, depuis 1997, ne fait que grignoter le territoire congolais en multipliant des groupes armés. Des plans conçus en 94. En 94. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui peut justifier la coïncidence entre ce que M. Bernard Debré m'avait dit, ce que le général Queneau a dit, les rapports qui sont faits par les services de renseignement américains, mais surtout l'ambassade des États-Unis à Kigali? Comment cela peut-il coïncider avec la réalité sur le terrain? Et donc ça, je veux bien que les gens continuent de spéculer, mais les Congolais sont plus importants. Récemment, lors d'une déclaration publique au Bénin, Paul Kagame a commencé à revendiquer des terres au Congo. Et ça, personne n'a réagi. Et donc, quand on sait quand même que la question de l'intangibilité des frontières héritées du système colonial est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu par l'Union africaine comme quelque chose qu'il ne faut surtout pas toucher. Donc, comment peut-il revendiquer des terres au Congo alors que... Et il a revendiqué publiquement. Mais publiquement, pas de réaction au niveau africain, pas de réaction au niveau européen, pas de réaction au niveau international. Tout à fait hallucinant, c'est vrai. Je crois que nous avons un auditeur, Lucien. Ah oui. Il arrive, l'auditeur arrive, me dit Thibault. C'est Kojo de Paris.
D'accord. Non, il est pas encore. Bon, voilà. Alors justement, je voulais. Ah ouais. C'est bon, il est là. Oui. Bonjour Kodjo de Paris. Bonjour Qu'est-ce que vous souhaitez Kodjo. nous dire? Bonjour M. Berkop, bonjour M. Chalonana. Ma question concerne le Conseil de sécurité à l'ONU. Alors, je m'en vais demander à Chalonana quelles sont les perspectives de ce groupe africain et à l'ONU et pour la résolution de ce problème au Rwanda et au Congo. N'ont-ils pas une voix assez